Bon, bah écoutez, let's go. Bonjour, bonjour. Je regarde si tout fonctionne. Oui, a priori. On va se faire euh, un petit live. InfoQuest. Et on va parler aujourd'hui du multilinguisme. Tranquillou bidou. Voilà, voilà. Je baisse un peu la zig tranquillement. Et puis, euh, et puis voilà. Bonjour. Ah, j'ai encore décalé la caméra. C'est parti. Alors, très clairement, je n'entends pas grand chose parce que j'ai la musique à fond. Voilà, là c'est mieux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va donc faire une info quest. En quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à aller regarder des vidéos, des articles sur un sujet donné et à essayer de rassembler des connaissances, de se faire un peu une idée sur le sujet en question, de ressortir moins bête qu'au début. Et puis de prendre des notes en même temps, de transformer ça en mind map, en quiz à la fin pour essayer de retenir les infos. Et voilà, le tout en à peu près 2 heures, je pense, en 1 heure et demie, 2 heures. Normalement, en général, on a fait à peu près le tour. Et donc, on va regarder ça tranquillement tous ensemble. D'abord, avant de commencer, je vais faire en sorte de me mettre dans de bonnes conditions. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui, désolé. Voilà, je coupe le portable pour pas qu'on ait des notifs en perma. Je vais augmenter le ventilateur et puis on va se mettre une petite musique de fond tranquille, hop, histoire d'accompagner le live en cette journée de canicule. Tac, je fais ça tranquillement. Et puis autre chose, on va revenir vite fait sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc la semaine dernière, voilà, tac. La semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un live sur l'intelligence animale. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la chose suivante. Alors attendez, je vais afficher ça. Donc ça a donné à la fin une carte mentale. Là aussi, autre chose sur les InfoQuest, ce que je vais faire à la fin. Pardon, hop, on peut zoomer un petit peu si vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que l'intelligence? On a vu des définitions. Ensuite, on a vu des exemples chez l'animal. On a vu comment est-ce qu'on peut mesurer l'intelligence. Et puis là, ça c'est mon fichier de source. Donc voilà, le but à la fin, c'est d'arriver à ça. Moi, ce que je vais essayer de faire dans les prochaines semaines, au fur et à mesure de live, c'est que la deuxième fois que je fais ce type de live-là, c'est d'essayer de publier automatiquement. On peut le faire avec Obsidian, c'est le logiciel que j'utilise là. On peut faire ça, donc pour que tout le monde après puisse, avec le replay aussi, voir les sources, aller voir les sources de son côté, voir moi ce que j'ai pris comme note. Et puis on aboutit à un petit quiz qui est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi au début de chaque live reprendre les questions du dernier live, comme ça on revoit un petit peu, ce qu'on a appris la dernière fois. Donc quelques questions, vous les voyez, je vais essayer d'y répondre. Au fur et à mesure, encore une fois, si je suis affilié partenaire après, qu'on a les moyens, on fera des petits quiz directement des sondages dans le chat directement, mais pour l'instant on reste là-dessus. Donc première question, comment est-ce qu'on peut déterminer si un animal a conscience de lui-même, pardon. Il y a le test du miroir qui existe, mais qui est limité, enfin qui marche pas trop avec des animaux qui se focalisent pas trop, qui n'ont pas le sens visuel comme le sens le plus important. Par exemple, avec les chiens, ça marche pas trop parce qu'en fait, ils se reconnaissent pas d'abord avec la vision, mais d'abord avec l'odeur. Ils reconnaissent les individus avec l'odeur. Donc, ce sera la réponse que je donnerai à la question. Ah, évidemment, la réponse était beaucoup plus détaillée. Donc, réponse, pour savoir si un animal a conscience de lui-même, il faut qu'il perçoive des éléments extérieurs. Ah oui, c'est ça qui est en 5 parties. Des éléments extérieurs comme des éléments ayant des sous-parties, qu'il ait des comportements volontaires dirigés vers des buts, qu'il ait des représentations mentales, qu'il ait un système de valeurs. Genre, il faut que je mette un S, d'ailleurs j'ai oublié là. Les choses peuvent changer en fonction du contexte, ok. Et qu'il y ait une sensation de soi.
Et c'est ça, en fait, le test du miroir, il est surtout là-dessus. Donc 5 trucs: sensation de soi, système de valeurs, représentation mentale, comportement volontaire et dirigé vers des buts, et pouvoir voir les différentes parties d'un objet et comprendre que un objet, c'est pas une entité monolithique, mais qu'il y a plusieurs choses dedans. Ok, j'avais faux. À quoi faut-il faire attention quand on mesure l'intelligence animale? À la manière justement dont on fait les tests. À pas trop être focalisé sur notre manière de voir le monde, donc pas d'anthropocentrisme, et de s'adapter aux problèmes de l'animal et à la manière dont il perçoit le monde. Voilà. Non, ça c'est bon. Ça j'ai bon. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes, et résoudre des problèmes nouveaux, et de s'adapter à son environnement. Voilà. Résoudre des problèmes complexes. Et là aussi, une petite faute. Je vais corriger tout ça. Ok, on va dire que c'est bon. Pouvez-vous donner 6 exemples d'animaux particulièrement intelligents? Dauphin, éléphant, perroquet, enfin voilà, ou perruche grise, je sais plus ce que c'est, bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les grands singes, le poulpe, et puis il m'en manque un, mais on va trouver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, éléphant, poulpe, grand singe, les corbeaux aussi, en plus des perroquets. On a ça, perroquet gris du Gabon, c'est ça. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que le ratio taille du cerveau, taille du corps est un critère sûr pour déterminer? Non, ça donne des indications, mais ça suffit pas, parce que sinon ça voudrait dire que le rat est ultra intelligent par rapport à d'autres animaux. Voilà, ok. Voilà, je suis toujours à 4 sur 5. Yes. Alors attendez, on avait valeur qui n'était pas bien écrit, voilà. Et qu'est-ce que l'intelligence? Des problèmes complexes. Tac, je corrige une petite faute de frappe en même temps, comme ça c'est pas mal. Bon, très bien, ça c'était pour la semaine dernière. Maintenant on va passer à cette semaine, c'est-à-dire le multilinguisme. Le multilinguisme, donc qu'est-ce que c'est? Tac. On va s'en occuper. Alors je vous enlève les sources Obsidian, parce que vous n'en avez pas besoin, c'est pas nécessaire. Par contre, ce dont on a besoin, c'est d'un petit navigateur pour pouvoir ouvrir des vidéos. On va commencer par des vidéos, toujours la définition. Voilà. Hop, je vais couper la musique parce qu'on va avoir besoin du son pleinement. Et on va se lancer. Alors, qu'est-ce que j'ai comme source sur le multilinguisme? Donc, multilinguisme, les polyglottes, c'est quoi? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des effets sur le cerveau? Est-ce qu'il y a des bénéfices à faire ça? Comment est-ce qu'on devient polyglotte? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des techniques qui fonctionnent? On va regarder tout ça. J'ai quelques notions sur le bilinguisme notamment, mais à part ça, voilà, je n'ai pas trop d'idées. Écoutez, on va regarder une première vidéo sur être bilingue. Être bilingue. Quels sont les bienfaits sur la santé et le cerveau? Alors, attendez, est-ce que j'ai une autre vidéo, peut-être plus de définition? Tac, tac, tac. Ah, on va peut-être commencer par celle-là plutôt. Attends, hop, je regarde. Encore une fois, j'ai pas vu les vidéos. C'est un peu long. On va commencer par le être bilingue. Voilà, on va commencer par ça. C'est parti. Ce sont des écoles en immersion, des programmes d'échange comme Erasmus et même l'apparition de crèches qui proposent parfois un début d'apprentissage de l'anglais au tout petit. De plus en plus de familles poussent pour le bilinguisme et utilisent désormais plusieurs langues au sein du foyer. Aujourd'hui, on s'intéresse justement aux avantages du bilinguisme sur la santé. De la population oui, il y en a. Avec vous, Julia Steiger. Bonjour Julia. Bonjour Elisabeth. C'est une question qui nous intéresse évidemment particulièrement ici à France 24, car notre antenne existe en 4 langues. La rédaction est donc multilingue. Absolument. Et une question qu'on entend souvent d'ailleurs dans cette rédaction, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un est parfaitement bilingue? Et ici, il faut casser un mythe. Il y a beaucoup de différentes définitions du bilinguisme, différents degrés. Évidemment, la version idéale serait de pouvoir parler, écrire et comprendre la langue de façon absolument identique, les deux différentes langues de façon identique, mais c'est en fait extrêmement rare, il faut le dire. Et c'est pour ça que beaucoup de chercheurs aujourd'hui prônent une vision beaucoup plus pragmatique du bilinguisme dans lequel finalement, eh bien, cette personne utiliserait 2 ou plusieurs langues de façon assez
assez régulière dans sa vie quotidienne, même si le niveau n'est pas parfait à 100%. Alors le bilinguisme, avec cette définition-là, du coup, est la norme dans le monde, puisque 60% de la population mondiale est aujourd'hui considérée comme bilingue. Ça peut paraître énorme, mais quand vous réfléchissez au nombre de personnes qui déménagent dans d'autres pays, mais aussi au nombre de dialectes qui existent, si vous réfléchissez par exemple à l'Afrique, mais aussi au Pacifique. Et c'est d'ailleurs en Papouasie-Nouvelle-Guinée que l'on recense le plus grand nombre de langues. Il y en a 800, ça correspond à 10% de toutes les langues parlées dans le monde. Et vous avez justement voulu en savoir plus sur les effets du bilinguisme sur la santé. Alors, qu'est-ce que vous avez appris ? Alors, j'ai découvert des choses absolument incroyables, vous allez le voir dans un instant, notamment en parlant avec Catherine Boucaud. Elle est maître de conférences en communication multilingue à l'université de Gand en Belgique. Et on lui a demandé quels sont les avantages d'être bilingue sur le cerveau particulièrement. On l'écoute. Un des premiers avantages, c'est que les bilingues auraient une pensée plus créative, plus flexible, plus ouverte. Donc, pour se rendre compte de ça, on a posé des questions à des personnes bilingues et des personnes non bilingues, des questions concrètes, par exemple, comme qu'est-ce qu'on peut faire avec une brique ? Et donc, les personnes bilingues répondent les réponses assez classiques, comme construire un mur, un barbecue, mais elles répondent aussi des réponses qui sortent un petit peu des sentiers battus, comme boucher un trou de souris, etc. Donc, on constate via plusieurs expériences que les personnes bilingues ont tendance à avoir une pensée plus créative. Ça s'explique aussi parce qu'elles disposent de 2 mots ou de plusieurs mots pour un concept. Donc, par exemple, en gallois, école, ça se dit isgol. Mais isgol, en gallois, ça veut aussi dire échelle. Et donc finalement, avec un seul mot, donc isgol, on a 2 champs sémantiques, on a 2 significations, école et échelle, ce qui permet des combinaisons sémantiques créatives pour les personnes qui utilisent ces langues-là. Donc vous l'aurez compris, Elisabeth, plus vous avez des mots de vocabulaire, plus évidemment votre pensée va être créative et évidemment aussi créatrice. Mais évidemment, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que finalement le bilinguisme va augmenter les capacités cognitives ? Et là, évidemment, il y a différentes réponses et les études ne s'accordent pas forcément. Certaines estiment que ça va doper le cerveau et que notamment les enfants vont apprendre plus facilement à lire et à écrire, mais aussi à comprendre la grammaire et évidemment aussi à apprendre d'autres langues, mais aussi que toutes les fonctions exécutives du cerveau, c'est-à-dire la planification, la flexibilité mentale, mais aussi le jugement, l'autocritique vont être amplifiés. Et c'est notamment à cause d'un phénomène que l'on appelle en anglais le code switching. Donc il y a un mot aussi en français, mais je dois vous avouer que voilà, l'alternance codique qui va permettre, en fait, c'est ce qui permet à une personne bilingue de passer d'une langue à l'autre en plein milieu d'une même conversation. Et c'est en fait un mécanisme du cerveau, en fait, une gymnastique du cerveau qui le permettrait. Et donc, par contre, toutes les études ont l'air de dire que vraiment les personnes bilingues vont avoir plus de facilité à se centrer sur un objectif tout en restant très flexible sur la manière à l'atteindre. Et on sait que ça, c'est peut-être l'une des clés du succès dans la vie. Donc, c'est très important. Mais encore plus important peut-être, parce qu'on s'intéresse aussi à la santé, on vient de se rendre compte au travers de certaines études que le bilinguisme retarde l'apparition de symptômes de déficience mentale. Donc, par exemple, les maladies comme Alzheimer vont apparaître chez les personnes bilingues environ 5 ans plus tard que chez les personnes non bilingues. Pareil pour des gens, par exemple, qui ont eu un AVC, eh bien, ils vont se remettre plus facilement, en général, s'ils sont bilingues, s'ils ne le sont pas, même si on n'arrive pas tout à fait à comprendre pourquoi. Il y a de vrais effets, c'est cette gymnastique. Alors, les avantages de l'apprentissage des langues n'est plus à démontrer, on l'aura compris. Quand on est parent, d'ailleurs, c'est une question qui se pose assez tôt. Mais comment on apprend une langue ? On dit souvent que l'âge de 6 ans est un âge charnière. Oui, absolument, parce qu'en fait, avant l'âge de 6 ans, eh bien, l'enfant va apprendre une langue de façon intuitive. Donc, par exemple, cet enfant va apprendre de façon en imitant, et il a aussi, à ce moment-là, une capacité incroyable de percevoir, mais aussi de reproduire les sons qu'il va perdre après l'âge de 6 ans. Donc, l'idée, c'est d'essayer de l'exposer avant l'âge de 6 ans, mais il n'est jamais trop tard, évidemment, pour apprendre une langue. En réalité, il y a 1000 façons de devenir bilingue, et peut-être, dans un premier temps, la famille doit réfléchir au but, au degré de bilinguisme qu'il souhaite atteindre, évidemment, sans viser la perfection. Les objectifs doivent rester réalistes et surtout, évidemment, garder la joie de l'apprentissage parce que c'est extrêmement important. En tant que parent aussi, il n'est pas primordial d'être 100% bilingue aussi, c'est-à-dire qu'on peut se permettre... Ça aide, mais en fait, le plus important ici, c'est qu'on peut faire des erreurs. Par contre, il faut pouvoir continuer à transmettre ses émotions quand on parle à son enfant et de continuer à parler de façon spontanée, mais aussi naturelle. Alors, beaucoup de parents aussi craignent une chose, on l'entend beaucoup, c'est évidemment que ça crée des retards d'apprentissage chez leurs enfants qui pourraient confondre les 2 langues. Et bien là, la science est assez unanime sur le fait que pas du tout, finalement, s'il y a un retard, eh bien ça ne s'expliquera pas par le bilinguisme. Enfin, il y a 2 méthodes. Vous demandez comment est-ce qu'on peut qu'il y avait un retard de vocabulaire à l'apprentissage de différentes langues au sein du foyer. Il y a la méthode OPOL, encore une fois en anglais, One Person, One
language, ça veut dire une personne, une langue, c'est-à-dire que chaque parent s'en tient à une langue et le respecte pour qu'il y ait plus de cohérence. Ou alors une autre stratégie, c'est celle du temps et du lieu, c'est-à-dire qu'on va parler une langue la semaine ou une langue le week-end. En tout cas, ce qui est important, c'est déjà de peut-être exposer l'enfant à une langue au travers de sons, par exemple au travers de podcasts ou au travers de livres. Merci beaucoup Julia Siger, on aura compris à votre accent que vous pratiquez le bilinguisme qui est loin d'être mon cas. Je vais vous dire donc au revoir et à demain en français, c'est déjà ça. Merci de nous avoir suivis. Merci. Alors ok, cette vidéo est... Hop là, pardon, ça c'est bon. On est pas mal. Donc apprendre une langue, le bilinguisme, pardon. Je reviens sur mes sources, excusez-moi, tac. Le temps de faire ça bien. Donc, être bilingue, ça donne des avantages. Alors moi, il me semblait que j'avais vu qu'il y avait quand on testait on va peut-être le voir après, quand on testait les enfants en bas âge qui étaient bilingues, dont les parents parlaient deux langues, c'est que je crois qu'à 3-4 ans, ils avaient un retard de vocabulaire par rapport à un enfant natif de la langue qu'on prenait, par exemple un franco, quelqu'un qui parle français et anglais. À 3 ans, un enfant, il va avoir moins de vocabulaire en français quelqu'un qui parle que français à la maison, ou moins de vocabulaire en anglais que quelqu'un qui parle que anglais. Mais après, c'est très vite rattrapé. Je crois qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de retard du tout, et après, ça donne des avantages, comme on l'a vu là. Ok, donc ça c'est une première chose. Donc là, on voit que être bilingue, visiblement, en plus, ça retarde les troubles de sénescence, on va dire, de troubles cérébraux qu'on peut avoir avec l'âge, liés à l'âge, donc comme Alzheimer par exemple. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les avantages du cerveau bilingue. Voyons voir ça. Hablas espagnol? Parlez-vous français? 你会说中文吗? If you answered sí, oui, or 会, and you're watching this in English, chances are you belong to the world's bilingual and multilingual majority. And besides having an easier time traveling or watching movies without subtitles, knowing 2 or more languages means that your brain may actually look and work differently than those of your monolingual friends. So, what does it really mean to know a language? Language ability is typically measured in 2 active parts, speaking and writing, and 2 passive parts, listening and reading. Okay. While a balanced bilingual has near equal... Hop. Ouais, s'il vous plaît. Donc, les parties actives. Partie active, c'est lire et parler. Normal. Jusque-là, tout va bien. Hop. Je note en même temps, c'est pour ça que je fais des petites pauses. Lire et parler. Mon micro me gêne un peu. Alors, attendez, tac, lire et parler. Et les parties passives, donc c'est... On est d'accord, partie passive... c'est bien sûr écouter. Ah non, écrire, pardon. Écrire et parler. Je vais y arriver. Écrire et parler, ça c'est des trucs actifs. Entre guillemets, parce que bon, on n'est pas passif non plus quand on lit, mais bon. Lire et écouter. Hop, ok. Je vais quand même remettre le passage pour être sûr que j'ai pas fait n'importe quoi, mais je pense que normalement c'est ça. Tac. Alors, allons-y. On est reparti. And 2 passive parts, listening and reading. Okay. While a balanced bilingual has near equal abilities across the board in 2 languages, most bilinguals around the world know and use their languages in varying proportions. And depending on their situation and how they acquired each language, they can be classified into 3 general types. For example, let's take Gabriella, whose family immigrates to the US from Peru when she's 2 years old. Okay. As a compound bilingual, Gabriella develops 2 linguistic codes simultaneously with a single set of concepts, learning both English and simultaneously. With a single 2 linguistic codes simultaneously. As a compound bilingual, Gabriella develops 2 linguistic codes simultaneously with a single set of concepts, learning both English and Spanish as she begins to process the world around her. Her teenage brother, on the other hand, might be a coordinate bilingual, working with 2 sets of concepts, learning English in school while continuing to speak Spanish at home and with friends. Je suis vraiment connard.
Alors, attendez. Hop. Bilingue coordonné. Je regarde, je sais pas si c'est les bons termes en français, mais je suppose quand même, parce qu'en plus, c'est TED, ils font des vrais sous-titres, normalement, donc en théorie, ça devrait être bon. Ça devrait être les vrais termes. Be a coordinate bilingual, working with two sets of concepts, learning English in school while continuing to speak Spanish at home and with friends. Finally, Gabriella's parents are likely to be subordinate bilinguals, who learn a secondary language by filtering it through their primary language. Because all types of bilingual people can become fully proficient in a language, regardless of accent or pronunciation, the difference may not be apparent to a casual observer. But recent advances in brain imaging technology have given neurolinguists a glimpse into how specific aspects of language learning affect the bilingual brain. It's well known that the brain's left hemisphere is more dominant in analytical and logical processes, while the right hemisphere is more active in emotional and social ones. Though this is a matter of degree, not an absolute split. The fact that language involves both types of functions, while lateralization develops gradually with age, has led to the critical period hypothesis. According to this theory, children learn languages more easily because the plasticity of their developing brains lets them use both hemispheres in language acquisition. While in most adults, language is lateralized to one hemisphere, usually the left. If this is true, learning a language in childhood may give you a more holistic grasp of its social and emotional contexts. Conversely, recent research showed that people who learned a second language in adulthood exhibit less emotional bias and a more rational approach when confronting problems in the second language than in their native one. But regardless of when you acquire additional languages, being multilingual gives your brain some remarkable advantages. Some of these are even visible, such as higher density of the gray matter that contains most of your brain's neurons and synapses, and more activity in certain regions when engaging a second language. The heightened workout a bilingual brain receives throughout its life can also help delay the onset of diseases like Alzheimer's and dementia by as much as 5 years. The idea of major cognitive benefits to bilingualism may seem intuitive now, but it would have surprised earlier experts. Before the 1960s, bilingualism was considered a handicap that slowed a child's development by forcing them to spend too much energy distinguishing between languages, a view based largely on flawed studies. And while a more recent study did show that reaction times and errors increase for some bilingual students in cross-language tests, it also showed that the effort and attention needed to switch between languages triggered more activity in and potentially strengthened the dorsolateral prefrontal cortex. This is the part of the brain that plays a large role in executive function, problem solving, switching between tasks, and focusing while filtering out irrelevant information. So, while bilingualism may not necessarily make you smarter, it does make your brain more healthy, complex, and actively engaged. And even if you didn't have the good fortune of learning a second language as a child, it's never too late to do yourself a favor and make the linguistic leap from hello to hola, bonjour, or ni haos. Because when it comes to our brains, a little exercise can go a long way. Désolé pour le magnifique reflet de la fenêtre que je ne peux pas fermer plus, mais il fait chaud, il fait haut. Alors, très bien, ok. Donc ça, deuxième vidéo. Là-dessus aussi, on est pas mal. On a quand même... Attendez, je vais essayer de faire un truc. Peut-être que ça va marcher. Avec un peu de bol. Hop là, attendez. Avec un peu de bol, je vais réussir à tout afficher. Dans une nouvelle fenêtre, peut-être. Hop, alors, tac, comme ça, je vais pouvoir tout faire en même temps, et ça va être magique. Hop, voilà. Donc là, on est toujours sur la même chose. Ok. Donc là, on a vu le bilinguisme, encore une fois. Le bilinguisme, c'est hyper répandu. Si on prend la définition très très large du bilinguisme, c'est-à-dire, en gros, peu importe votre niveau de langue, si vous arrivez à vous débrouiller un petit peu dans une deuxième langue, et à parler et à comprendre un peu, vous êtes considéré comme bilingue. Et donc là, du coup, 60% des gens, enfin à peu près, parce que si vous comprenez
juste Brian is in the kitchen et ce genre de choses, ça va être un petit peu limité. Mais si vous comprenez pleinement les trucs, alors ça veut dire que là, même si vous vous exprimez pas parfaitement, que vous faites des fautes et tout ça, vous êtes bilingue, et là on a 60% des gens qui sont bilingues. Donc 60% des gens qui potentiellement ont des bénéfices là-dessus. Et après, donc, dans ce qu'on a vu là pour l'instant, on a, je reprends le truc, d'ailleurs je peux vous le mettre aussi, on reprend le truc, tac, si je reprends ma petite carte, brouillon de carte que j'ai fait pour l'instant, on a donc les 3 types de bilingues, le bilinguisme composé, bilinguisme en fait, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça comme ça, bilinguisme composé, 2 codes appris en même temps, donc ça c'est vraiment à la naissance, quoi. Vous avez appris quand vous étiez tout petit avec vos 2 parents par exemple. Ensuite on a le bilinguisme coordonné, c'est vous avez appris un peu plus tard et vous avez les 2 trucs en parallèle. C'est pas mieux. Et dans le cerveau d'ailleurs, soit dans le composé, c'est la même zone en fait, activée dans les 2 langues. Là, c'est coordonné, il y a un overlap et c'est proche. Et subordonné, le bilinguisme subordonné, là par contre, c'est vous avez une première langue, vous avez appris une autre langue plus tard et vous passez par le filtre de la première langue pour la deuxième. Alors, il me semble là aussi, moi j'avais vu des trucs là-dessus que à force, si vraiment on pousse le bilinguisme loin, même si au départ on passe par là, on peut arriver à ça. Par contre, ça, c'est vraiment quand on apprend tout petit, et ça, on peut jamais l'avoir. Tu peux jamais l'avoir si tu apprends après un certain âge, quoi. Mais c'est pas grave, ça c'est bien aussi. Ok. Très bien. Bon, ça c'est pas mal. On a vu des trucs pas dégueux là. On va compléter avec des articles, tiens, pour varier un peu les plaisirs. Pourquoi il veut pas me... Ok. Il ne veut pas m'ouvrir l'onglet, mais on est parti, c'est pas grave, on fait comme ça. Hop, alors. Donc là, un article de The Conversation. Donc toujours, je rappelle, The Conversation, c'est un magazine où en fait des chercheurs écrivent des articles sur des sujets qui sont leurs sujets de recherche. Et soit c'est des chercheurs français, en l'occurrence c'est Xavier Aparicio, donc maître de conférence en psychologie cognitive, Université Paris Créteil-Val-de-Marne, qui a écrit l'article, soit c'est des chercheurs étrangers, et puis les articles sont traduits ensuite en français ou dans toutes les langues où The Conversation est publié. Je pense qu'il y a sans doute des éditions autres. Ah non, j'ai l'impression que... Ah si, il y a de l'espagnol aussi quand même. Alors, est-ce vraiment un atout d'être bilingue ? Eh bien écoutez, on va regarder ça. Est-ce que c'est vraiment un atout ? Ou pas ? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce que ça nous donne là dans cet article ? Donc, longtemps considéré en France comme une exception, le bilinguisme, ou plus largement l'utilisation récurrente de 2 langues ou plus au quotidien, s'impose de plus en plus largement dans une société. D'après le psycholinguiste François Grosjean, la moitié de la population mondiale est considérée comme bilingue. Alors, on est passé de 60 à 40, mais bon, c'est pas mal non plus. De 60 à 50, pardon. Je vous remets, comme je suis en train de lire un petit peu, on se remet une petite musique de fond, tranquillou. Tac, let's go. Petit lofi là. Donc depuis plus de 20 ans, l'UNESCO œuvre pour une sensibilisation aux langues dans l'éducation dès le plus jeune âge. Et en France, on sait que c'est, même si ça s'est amélioré, parce que maintenant il y a de l'initiation au CP, etc., mais bon, c'est quand même encore catastrophique. Quand je vois, je suis désolé, mais quand je vois le niveau d'étudiants aujourd'hui qui ont, je sais pas, 18, 19, 20 ans, en moyenne, le niveau, il n'est pas fou quand même. Et on parle d'étudiants donc, qui ont commencé, puisqu'on est dans les années 2000, c'est des 2000, des 2001, 2002, etc., voire plus tard, ils ont appris l'anglais à partir du CM1, CM2. Ils ont grandi avec l'accès à de la VOST dans tous les sens, au cinéma, etc., ce qui n'était pas le cas avant, avec plein de contenus sur Internet en anglais, avec des jeux vidéo en anglais, tout hyper accessible en anglais tout de suite, contrairement aux enfants des années 90, 80, etc. Et ils parlent sans doute mieux anglais que ça a progressé depuis 10-15 ans, enfin c'est pas fou quoi. C'est encore un peu cata, je trouve, même si ça prend du temps, mais voilà.
Donc, en termes de politique éducative, cela suppose de s'appuyer sur une ou plusieurs langues maternelles et d'inclure dès que possible les langues régionales et ou internationales. En France, les langues sont abordées de plus en plus tôt dès la maternelle pour favoriser l'éveil aux langues et le développement des habiletés phonologiques. Le problème, c'est d'avoir des profs qui sont aussi capables de faire cours et qui parlent bien la langue. Quand on sait qu'on manque pas mal de profs dans plein de domaines, notamment la capacité à discriminer, à reproduire les sons. Alors ça, c'est un des trucs, quand on apprend une langue, quand on dépasse un certain âge, ça devient plus compliqué de bien reproduire les sons. Et dans certaines langues, je crois que c'est même, quand on apprend trop tard, c'est très très compliqué parce qu'on n'entend plus les différenciations, il faut rééduquer son oreille et tout. Mais bon. Donc ils sont un fort prédicteur des performances futures en lecture. Si le bilinguisme se développe, il continue néanmoins à susciter des craintes associées au développement langagier des enfants. Et les discours visant à décourager l'acquisition simultanée de langues, qu'ils apprennent bien le français avant d'apprendre une autre langue. Ah, c'est les fameux les maths, le français, l'histoire de France avant tout, et on fait que ça en primaire, et tout le reste c'est superflu. Les langues étrangères aussi. Ouais, ça c'est faux aussi, hein. Sont encore largement véhiculés. Savoir jongler avec les mots. Pourtant, les études en sciences cognitives ou en psycholinguistique, très développées sur la question, n'amènent pas à tenir un discours alarmiste. Les investigations menées par les chercheurs sur ces 20 dernières années ont même commencé à mettre en avant de façon récurrente le terme d'avantage bilingue. Les contributions les plus marquantes allant dans le sens de cet avantage bilingue ont été apportées par les travaux d'Hélène Bialystok, professeure de psychologie à l'université de York. Ok, qui a mis en évidence les effets bénéfiques du bilinguisme tout au long de la vie. Et concrètement, ok, c'est quoi l'avantage ? Il passe d'une langue à l'autre plus facilement, enfin régulièrement. Ça suppose d'exercer une forme de contrôle cognitif. Puisque pour communiquer dans une langue donnée, il faut que l'autre soit mis en retrait afin d'en limiter les interférences. Ok, donc capacité d'inhibition. En gros, c'est... Pourquoi est-ce qu'il me réouvre le... Dafuc. Je sais pas, j'ai eu 3 onglets d'ouvert d'un coup là. Ok, donc on aurait plus de meilleure inhibition au niveau cognitif aussi. Cependant, ces bénéfices ne se limitent pas au bilinguisme et on peut retrouver des capacités de contrôle améliorées chez les personnes pratiquant régulièrement la musique et même les jeux vidéo. Ça, c'est bonne nouvelle, les jeux vidéo. Et un jour, je ferai un... J'ai en tête ça aussi, je ferai un... Désolé, petite sortie de route, mais je ferai un article sur les avantages des jeux vidéo, parce qu'on a fait quelques revues de psychologie positive où j'avais des articles sur les bénéfices des jeux vidéo. Et comme j'entends dans les médias tout le temps, c'est fou hein, qu'on en soit encore là, mais les jeux vidéo qui sont le bouc émissaire facile de toute violence, de toute présupposée génération de plus en plus débile, etc. Enfin bref, ça m'exaspère tellement, je pense que je vais quand même essayer de rassembler des ressources scientifiques sur le sujet vraiment détaillées pour lister tout ça, quoi. Mais bref, oui, effectivement, il n'y a pas que le fait de parler plusieurs langues qui améliore les capacités de contrôle. Bonne performance en lecture. Ok. Plusieurs recherches ont considéré l'importance des stimulations environnementales, par exemple la diversité de l'environnement langagier, ou le fait de réaliser quotidiennement des activités riches sur le plan cognitif, comme facteur expliquant l'augmentation de densité de matière grise. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure. Chez les enfants, ces bénéfices peuvent se traduire à différents niveaux. Apprentissage scolaire, ok, développement du langage façon de... La littératie, donc tout ce qui va être capacité liée à la langue, lecture, compréhension, etc., vocabulaire, qui définissent les aptitudes à utiliser des informations écrites dans la vie courante. Ok. Sur ce plan, certaines études ont mis en avant que les bilingues avaient de meilleures performances en lecture et une plus grande habilité à discriminer les sons. Ces habilités métalinguistiques, notamment en termes de conscience phonologique, l'enfant a une plus grande conscience des représentations des sons et est plus à l'aise pour jouer avec tout ça, quoi. Ok. Donc, meilleure conscience phonologique. Ok. Sur le plan sémantique, désolé, j'ai du mal à articuler aujourd'hui, mais ça va venir. On progresse, on va y arriver. Sur le plan sémantique, les bilingues montrent une plus grande flexibilité à jouer avec le langage et en apprécier la nature arbitraire. Jouer avec le sens des mots, notamment ainsi avec des homographes interlexicaux qui ont la même écriture mais un sens différent.
Par exemple, le mot français four se traduit par oven en anglais, et le mot anglais four se traduit par 4 en français. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Petite anecdote perso. Donc moi, je suis né au Luxembourg, donc j'ai fait une partie de ma scolarité quand j'étais petit au Luxembourg où il y a une langue qui s'appelle le luxembourgeois, que les gens parlent. Mes parents, ma mère étant francophone, je parlais français à la maison, et on apprend l'allemand au CP. Et donc, alors même si maintenant au Luxembourg, c'est quand même, à l'époque, c'était plutôt l'allemand qui était la langue autre, dominante dans la presse, dans la culture, etc. Maintenant, c'est plus le français. Mais le truc, c'est qu'en fait, les Luxembourgeois, ils ont une capacité à faire des jeux de mots interlinguistiques et à écrire des... Enfin, il y avait ça, même dans la presse, des fois des vannes, en fait, des petits trucs humoristiques qui s'appuyaient sur le fait de savoir parler et luxembourgeois, et français, et allemand, voire même des fois anglais. Et donc, il y avait des jeux de mots comme ça, justement, et des vannes qui étaient... Enfin, genre, c'était juste pour les luxembourgeois, quoi. Si tu parlais pas 3 ou 4 langues, tu comprenais pas tout le truc, quoi. Et c'était genre des histoires avec plein de vannes comme ça. Donc, c'est vraiment... c'est un truc, effectivement, qu'on remarque. Alors, avec le bilinguisme, on le voit aussi, mais là, c'est tellement poussé... je sais pas si ça se fait toujours, mais c'était tellement poussé, parce que le public est quand même réduit, tellement poussé dans ce sens-là que ça m'a marqué, quoi. Capacité d'autorégulation. Ah, ça m'intéresse, l'autorégulation. Plus globalement, le bilinguisme aurait un apport positif sur le développement de l'attention, ce qui permettrait aux bilingues d'ignorer des informations qui n'est pas pertinente. Ok. Donc ça, c'est la capacité d'inhibition pour moi, mais... D'autorégulation. Ça va ensemble, Ouais, la double tâche, ok. Capacité d'inhibition. Focaliser sur l'attention. Ok. Ouais, inhibition. Donc, ça, c'est inhibition, focalisation de l'attention. Ouais. C'est plus que. Enfin, c'est de l'autorégulation si on veut, mais. Enfin, oui, mais bon. Ils en parlent comme ça pour que ce soit plus facile à comprendre. Ces avantages prennent particulièrement sens. Oula. Ça prend sens. Oui, ça prend sens, pardon. En français, c'est bon. Ça fait sens, ce qui est pas bon. Ces avantages prennent particulièrement sens, considérant les activités de classe auxquelles les enfants sont confrontés. Ouais, bon, ça a logique. Si la plupart de ces avantages se retrouvent chez l'adulte, les bénéfices le plus marquant concernent le vieillissement cognitif, ça j'avais noté. Retardement du vieillissement cognitif. Du vieillissement cognitif. Gymnastique mentale, ok, bon, vous faites des mots croisés, vous êtes bilingue, ça vous aide, quoi. Si les avantages sont nombreux, plusieurs études de psycholinguistique ont mis en évidence des temps de réaction plus longs chez les bilingues dans certains cas, dans certains tests évaluant l'accès au lexique mental. Un enfant bilingue ne dispose pas d'une quantité de vocabulaire aussi importante qu'un enfant monolingue au même âge. Ah voilà, c'est ce que j'avais en tête, moi. C'est ce que j'avais vu. Donc on a aussi moins de vocabulaire chez un enfant bilingue que chez un monolingue au même âge. Ça, on est bien d'accord. Ma mémoire n'est pas encore complètement catastrophique. Toutefois, ça ne va pas conclure trop rapidement à un retard le langage, car si on considère les deux langues connues, la quantité de vocabulaire accessible pour le bilingue est comparable, voire supérieure à celle d'un monolingue. Eh oui. Si on prend langue par langue, mais si on prend les deux en même temps. Les enfants bilingues peuvent également, lorsqu'ils commencent à parler, produire des énoncés qui mélangent les deux langues. Ok, et puis en fait, après 4 ans, ils arrêtent de mélanger tout et ils font deux trucs différents. Suivez les mêmes étapes de développement que les monolingues, un rythme adapté à la construction progressive. Ok, c'est une spécificité qui doit pouvoir s'exprimer car développer l'utilisation des langues est un excellent moyen de s'ouvrir au monde. Et ben c'est très bien tout ça. Donc, avantage d'être bilingue, on est bon. Si je prends le cerveau bilingue, un petit article qui va s'ouvrir bien sûr plus tard, je sais pas pourquoi, j'ai un petit bug, mais tant que j'arrive à faire des copier-coller, tout va bien. Tac. Alors, ça donne quoi cette histoire ?
Oui, j'accepte. Pas de notif, merci. Hop. Alors, je sais pas pourquoi c'est déjà... Ouais, c'est Maxi Science le site normalement, mais... Ok, John Style. Les neurosciences sont identifiées, ce qui permet aux bilingues de passer si facilement d'une langue à l'autre. Ah. On retourne sur le cerveau. Et je vais vous zoomer un peu tout ça, parce que sinon on voit rien. Jongler entre les deux langues, rien de plus simple pour les personnes bilingues, mais nombre d'études le prouvent, derrière cette apparente facilité se cache une activité cérébrale intense. Jusqu'ici, les chercheurs l'ignoraient. Qu'est-ce qui demande le plus d'efforts au cerveau? Terminer une phrase dans une langue ou bien commencer une seconde dans une autre? La neuroscience répond. Alors, c'est pas vraiment 2018, donc ça fait 5 ans. Quasiment. Ok. Écoute, réflexion, concentration, curiosité, ça c'est les avantages. Un trait remarquable chez les personnes polyglottes est leur capacité à passer rapidement d'une langue à l'autre. Et donc il s'intéresse à l'interrupteur cérébral qui permet aux personnes bilingues ou multilingues, polyglottes, de permuter entre plusieurs langues si rapidement. On sait déjà qu'en passant d'une langue à une autre, cela stimule deux zones du cerveau, le cortex préfrontal qui est associé à la prise de décision et le cortex cingulaire antérieur qui gère notamment la concentration. Donc c'est pareil, c'est dans les mêmes zones, quoi. Ce bond dans l'activité neuronale laisse penser que le cerveau a besoin d'un effort supplémentaire pour passer d'une langue à l'autre. Alors je vais quand même vérifier le cortex cingulaire antérieur, mais je crois que c'est antérieur, pardon. C'est dans la zone frontale en bas. Non, pas du tout. Ah non, c'est dans le... Ah si, la partie frontale... Si, c'est la partie frontale du cortex cingulaire. Ah mais désolé, je me suis fait bait par ça. Parce que ça, c'est... Normalement... le cerveau, il n'est pas représenté dans ce sens-là. Et c'est juste le cortex cingulaire, ça. Ok. Donc le cortex cingulaire... Hop, s'il vous plaît, antérieur. Ok, donc c'est bien dans les zones frontales aussi, mais en dessous, c'est bien ce que j'avais en tête. Vous ne voyez pas l'image, si vous voyez. Est-ce que je vais réussir à vous montrer une image potable? Hop. Consulter. Est-ce que ça va charger ou pas? Let's go. Allons-y, je vous montre. Voilà. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, c'est pas ouf. Bref. Lobe frontal, c'est ça. Et en fait, c'est en dessous des lobes frontales. Enfin, des lobes frontaux, pardon. En dessous du lobe frontal ou des lobes frontaux. Cortex cingulaire antérieur, ici, donc en dessous. Ok. Bon, très bien. Je voulais juste être sûr de la zone que j'avais en tête. Donc, effort supplémentaire, ok. Est-ce que l'effort se produit quand on termine une phrase dans la langue A ou bien quand on commence sur la langue B? Bon. Attendez. Les personnes capables de en parlant en anglais britannique. Ça prouve que les capacités ne se limitent pas aux langues verbales. Alors là, ils ont fait... Alors c'est hyper particulier parce que c'est la langue des signes, la American Sign Language, la ASL, et le fait de parler anglais britannique. Donc bon, c'est un cas quand même particulier parce que c'est un type de langue qui n'est pas le truc le plus courant qu'on parle, et puis les modes d'expression ne sont pas les mêmes. Donc bon. Résultat, il semble que le cerveau s'active davantage pour terminer son discours dans une langue que pour entamer une phrase dans une autre. Notre étude révèle le fait que désengager une langue requiert des efforts sur le plan cognitif, mais activer une langue B se fait relativement sans effort. Donc en fait, c'est un problème d'inhibition. Ok, bon. L'article est sympa, mais il n'est pas ouf. Enfin, j'ai pas appris grand-chose. Mais ok. Ok. Donc, ça, c'est bon. Là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va un peu élargir le spectre. On a parlé des bilingues pour commencer, le cas le plus courant. Maintenant, on va s'intéresser aux polyglottes, au multilinguisme. On va commencer avec un article, puis après, on va repasser sur des vidéos. Comme ça, on va faire plusieurs... On va faire plusieurs médias, on reste sur d'abord le papier, et puis on va passer le papier numérique, bien sûr, et puis ensuite on va passer
on va passer à une vidéo. Petit article pour commencer. Multilinguisme, comment le cerveau réagit quand on maîtrise plusieurs langues. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous vivez dans un pays non francophone, vous avez probablement déjà fait l'expérience de devoir jongler entre plusieurs langues. Vous parlez parfaitement la langue de votre pays d'accueil, mais sans le vouloir, c'est parfois du français ou une autre langue qui sort de votre bouche. C'est le cas de la journaliste Nicole Chang. Elle a donc décidé de se pencher sur l'impact de la maîtrise de plusieurs langues sur notre cerveau sur le site de la BBC. Donc c'est un article d'une journaliste qui s'est intéressée à la question. Est-ce que cette journaliste... Je rappelle, je découvre les articles en même temps que vous, j'augmente le ventilo parce que j'en peux plus, je suis en train de cuire. Est-ce que elle s'est basée sur la recherche scientifique? On va voir ça. C'est un article du Courrier international, donc un article traduit de l'anglais. On sait qu'en tant que bilingue ou polyglotte, à chaque fois que vous parlez, toute langue que vous maîtrisez est activée. Par exemple, si vous parlez français et anglais, si vous voulez dire le mot dog, la traduction de ce mot chien est aussi activée. Ah ouais, d'accord. J'explique que les langues puissent se mélanger lorsque vous parlez, sans que vous y attendiez. Alors ça, c'est intéressant. C'est que... Hop. Ah bah, ça y est, on est... C'est que, en fait, quand on utilise des mots dans une langue, les mêmes mots, enfin les mêmes concepts, ouais, les mêmes... Enfin, les mots correspondants, voilà, on va dire ça comme ça. Je note en même temps, comme ça me permettra de faire le quiz à la fin. Donc les mots correspondants, et puis d'apprendre un petit peu et de retenir les infos. Donc les mots correspondants dans la ou les autres langues sont aussi activés. Interesting. Ok. Donc ça, on est d'accord que... Très bien. Donc ça, c'est une autre info que j'avais pas. 8. Très bien. Alors, ensuite, pour éviter ce genre d'erreur, les polyglottes ont la faculté de bien faire la séparation entre leurs différentes langues. Pour cela, ils parviennent à supprimer la langue non pertinente pour eux lorsqu'ils s'expriment grâce au concept d'inhibition, précise la journaliste. C'est lorsque ce contrôle mental permanent fait défaut que les mélanges apparaissent. C'est ce qu'on a vu, c'est que, en fait, être bilingue ou être polyglotte, ça augmente la capacité d'inhibition, de contrôle, et que, en plus, pour switcher d'une langue à l'autre, le plus compliqué c'était d'inhiber et pas d'activer. Donc, c'est-à-dire que l'autre langue, elle est préactivée, enfin, elle est inhibée, mais le plus compliqué, c'est un truc qui est suractivé, de le réinhiber derrière. L'inversion de la langue dominante. Les situations dans lesquelles les polyglottes doivent alterner entre plusieurs langues sont souvent recréées par les chercheurs afin d'en apprendre plus. C'est ce qu'a fait Tamar Golan, professeure en psychiatrie à l'Université de Californie à San Diego. Elle a demandé quoi? Et je vous remets un petit zoom, parce que comme ça vous voyez en même temps. Elle a demandé à des personnes bilingues en espagnol et en anglais, logique, vu le lieu, de lire à voix haute des paragraphes dans lesquels les deux langues étaient mélangées, même avec des textes sous les yeux. Les participants faisaient toujours des erreurs en introduisant un mot de la mauvaise langue dans leur lecture. C'est-à-dire qu'ils introduisent le mot d'une autre langue qui n'est pas écrit. D'ailleurs, ce type d'erreur apparaissait plus fréquemment en anglais, alors que c'était la langue dominante des participants. C'est-à-dire, quand ils lisaient de l'anglais, ils mettaient de l'espagnol. Ok. Tamar Golan parle alors d'inversion de la langue dominante. Cet effet peut apparaître lorsqu'on apprend une deuxième langue. Il peut alors devenir plus difficile d'accéder aux mots de notre langue natale. Dans une conversation, les bilingues peuvent, si besoin, inhiber leur langue dominante. Les expériences de l'enseignante ont également permis de faire une autre observation. Parfois, les bilingues vont donner le bon mot, mais avec le mauvais accent, soulignait-elle. Et la même chose peut arriver au niveau de la grammaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pose la question, je mets les pieds dans le plat, bien sûr. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, attendez, tac, de vous dire de ne pas trouver le mot dans votre langue maternelle? Vous savez, le truc hyper énervant qui fait super prétentieux, parce qu'en France, on a du mal avec le fait de parler des langues étrangères, et donc quand quelqu'un parle bien une langue étrangère, en général, c'est plutôt vu comme quelque chose d'agaçant et de quelqu'un qui se la pète, et ceci parce qu'on a du mal à parler,
à oser parler avec un bon accent, tout ça, machin, enfin, essayer en tout cas de mettre un bon accent. Mais quand vous savez, quand genre, vous avez le mot en anglais, ce qui est le plus courant, vu tous les contenus anglais qu'on se bouffe, c'est avoir le mot en anglais et puis en français, quand vous parlez un peu bien la langue, quoi. Et donc ça, je comprends. Du coup, je comprends. Les fluctuations tout au long de la vie. Les recherches de Christina Kasparian, qui a étudié la neurolinguistique à l'université McGill à Montréal, très grande, très bien classée, enfin université très bien classée, très chouette en plus, le campus est assez sympa, complète les observations de Tamar Golan. Petite side note. Hein. Après avoir réalisé le même genre d'expérience, mais cette fois avec des italophones installés au Canada, elle a pu démontrer à quel point le cerveau est malléable et flexible. Parmi plusieurs propositions, les participants devaient identifier les phrases correctement construites en italien. Il s'est avéré que plus ils avaient passé de temps au Canada, plus les fautes s'accumulaient, leur cerveau étant adapté à la grammaire anglaise. Ça veut dire que, en fait, à force de ne pas utiliser une langue, on a quand même une dégradation. Ce qui n'est pas déconnant. Et même quand c'est sa langue maternelle. Et ça, c'est ouf, par contre. Enfin, c'est ouf. Ça, c'est quand même intéressant. Ah ouais, on peut changer le... Pardon. Vous voyez à quel point je suis concentré. Hein. Aujourd'hui, j'ai des petits problèmes de concentration. Je vous préviens, donc ça risque parfois de partir un petit peu en sortie de piste. Alors, la conclusion de l'étude n'est pas que les natifs oublient systématiquement leur langue après avoir vécu dans un autre environnement, car ce n'est pas souvent le cas. Elle démontre plutôt que la maîtrise des langues ne reste pas statique tout au long de notre vie, mais évolue et que chacune interfère avec les autres. Cette compétition entre les langues ne disparaît jamais. Vous apprenez seulement à mieux la gérer, souligne Matt Godric, professeur à l'université Northwestern dans l'Illinois. Bien évidemment, maîtriser plusieurs langues demeure un atout au quotidien et une bonne façon de retenir sa santé cérébrale. Plusieurs études le prouvent, ok, ça on est d'accord, la démence et tout ça. Ok, et ben super. Sympa ce petit article sur les polyglottes. Donc là, on élargit un petit peu le truc. On élargit un peu le truc. Bon, il n'y a pas d'infos que j'ai forcément envie de noter là, mais c'est intéressant. C'est le moment de repasser à des vidéos. Donc je cut le son et on va repasser